Bonjour et bienvenue sur Flyweb Tropical, votre radio préférée. C'est le 7-8 Sport, l'émission de référence sportive dans les Yvelines. Des débats sur l'actualité sportive du moment, comme s'il en pleuvait. Au menu de ce numéro, on fait un retour sur les matchs de la Ligue des Champions disputés hier. Tottenham contre Manchester City, Liverpool contre Porto. Et puis on fait une petite projection sur les matchs de ce soir. Laurent Blanc est-il le coach idéal pour l'Olympique Lyonnais ? Même si le club a démenti les contacts, il semblerait qu'il y ait bien quelques contacts entre l'ancien coach du PSG et le président Aulas. Blanc à Lyon, bonne pioche ou pas ? Est-il normal de s'acharner de la sorte sur Choupo-Moting, auteur d'un incroyable raté lors du match PSG Strasbourg de dimanche dernier ? Ensuite, on parlera du coup de gueule de Thomas Tuchel contre Laurent Paganelli, le reporter terrain de Canal+. On vous posera la question de savoir si vous êtes d'accord ou pas avec l'attitude du coach du PSG. Êtes-vous Tuchel ou Paga ? Rudy Garcia n'est-il pas au bout du rouleau avec l'OM ? On a l'impression que le discours de l'entraîneur marseillais ne passe plus auprès de ses joueurs, sans oublier son éternel discours sur l'arbitrage qui agace de plus en plus. Avez-vous compris ? La réaction de Leonardo Bonucci par rapport à son partenaire Moïse Kean, victime comme Blaise Matuidi de chants racistes la semaine dernière. Et puis nous finirons comme d'habitude avec le coup de cœur, le coup de gueule de nos invités. On revient dans une minute, attachez vos ceintures. Avec moi aujourd'hui en plateau, Loïc Garbi. Bonjour Loïc, éducateur sportif. Loïc qui a gagné ses galons, donc il peut revenir quand il veut dans cette émission. Sois le bienvenu Loïc. Toujours avec plaisir. Et puis Morgane Artaud, le taulier de l'émission, éducateur sportif, qui n'arrête plus de battre des records avec son équipe féminine. Salut Morgane. Salut Malik. Et puis cette émission est réalisée par le Master Mix, Francis Pronzola, celui qui tutoie les platines et les commandes techniques. Alors messieurs... Hier, Tottenham bat Manchester City 1-0, Liverpool bat Porto 2-0. On revient un tout petit peu sur les quarts de finale, les premiers matchs en tout cas des quarts de finale de la Ligue des Champions. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces matchs, Loïc ? Pour moi déjà, Tottenham City, c'était, on va dire que ça a changé à partir du moment où le pénalty a été arrêté par Lloris. Ouais. Je pense que si le pénalty a été marqué, ça aurait été un match totalement différent. D'accord. Parce qu'on avait un Agüero quand même qui s'est éteint tout de suite après le pénalty. Ouais. Et je pense que, voilà, je pense par contre, je pense que City a beaucoup travaillé sur le retour. Ils étaient à Tottenham, ils ont essayé de gérer sans forcément, je pense, forcer peut-être. Et je pense qu'au retour, ça va être une autre équipe qu'ils auront en face. Morgane ? Je pense que c'est la défaite de Guardiola hier. Expliquez-nous ça m'intéresse. Je pense que Pochettino a super bien joué le coup. Il a joué au départ, on pensait que ça allait être il allait jouer qu'avec Kane en pointe, avec un 10, 2-6, en fait en 4-4-1-1, on va dire. Le problème, c'est qu'il a joué en 4-4-2 avec Dele Alli qui était vachement à côté de lui. Il a exercé un pressing très très haut et ils ont mis une intensité dès la première minute parce que Kane contre le ballon sur le premier dégagement de la porte. Ouais. Je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Guardiola fait des choix aussi, voilà, de remettre Delph à gauche alors qu'il y a un milieu de terrain défensif à la base. Je pense qu'il manquait beaucoup de joueurs dans la transition, dans les passes, comme De Bruyne, comme Bernardo Silva. Il manquait beaucoup trop de monde. Agüero, il a touché que 18 ballons. Il s'est
très vite éteint, comme l'a dit Loïc. Et le problème d'un attaquant, c'est quand il marque pas et qu'il a pas de ballon, il est pas du tout efficace. Il loupe un penalty dans la foulée. Voilà, il manque le penalty. Je pense que ils vont s'affronter là, en 12 jours 3 fois. Donc ça va être ils se connaissent pourtant. Et je pense que Guardiola s'attendait pas du tout à cette intensité qui a été menée du début jusqu'à la fin, avec un Sissoko énorme au milieu de terrain, un Wings qui a fait un travail monstrueux. Ouais. Moi je pense que Tottenham c'est une grosse équipe et il faut s'en méfier en partant déjà de notre gardien qui est quand même le gardien de l'équipe de France. Quand j'entends dire encore Christophe Dugarry hier que notre gardien, le gardien de l'équipe de France, c'est pas du tout un gardien technique, lui il faut qu'il se pose les questions parce que son job c'est d'arrêter les tirs. Voilà, il est là pour arrêter, donc voilà. Mais en attendant, chapeau. De toute façon, ça le prouve en Ligue des Champions, 4 équipes anglaises encore. Ça prouve qu'en Angleterre, il y a quand même du niveau. Et Guardiola, je pense qu'il s'est pas du tout attendu à ça et aujourd'hui, le match retour, il va être chez eux effectivement. Mais Tottenham est une équipe qui ne lâche rien au vu de leur coach parce que Mauricio Pochettino ne lâche rien du tout et les joueurs ne lâcheront rien. Le seul bémol de cette histoire, c'est la blessure de Kane qu'on ne connaît pas la nature et je pense que ça peut faire très mal sur le match retour vu le poids qu'il a dans l'équipe. 09 52 89 30 16 si vous voulez participer en direct au téléphone à cette émission et puis le Facebook Live est disponible. On a déjà Sabine Cognier qui nous souhaite un excellent après-midi. Bonjour Sabine, merci, pareillement pour vous. Et puis Nicolas Mollard qui dit bonjour à vous trois. On salue Nicolas Mollard aussi, voilà. N'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Ceci dit, Loïc, certains spécialistes ont trouvé Guardiola un peu trop défensif hier. Vous êtes d'accord avec ça ? Là-dessus, oui, mais pour moi, je pense qu'il prépare justement ces 3 futures rencontres. D'accord. Pour moi, Tottenham a quand même lâché beaucoup de force sur ce match-là, parce que c'est vrai qu'ils ont eu un jeu très agressif. C'est sur tout le match. Après, moi, je pense que même si c'est pas ce qu'il attendait, je pense que lui voit plus sur les futurs matchs, parce que mine de rien, De Bruyne qui fait rentrer 60 ou 70e, je crois même, ou un peu plus tard. 88e, pardon. Voilà, avec le Royce Sané. Avec Sané, justement, j'ai pas compris. En vue du match, moi, en tant que coach, je le fais rentrer plus tôt, mais pour moi, c'est des gars qui veulent garder pour justement ces prochains. Moi, je serais pas étonné sur les prochains matchs que la tendance s'inverse. Moi, je pense qu'il est plus sur le long terme, on va dire. Je pense que c'est du long terme qu'il voit là. D'accord, si vous voyez City se qualifier, pourquoi pas. Morgan, on revient sur Hugo Lloris. On se moquait de lui en Angleterre, genre il n'arrête jamais de pénalty. Et là, il en a arrêté 3 en quelques semaines. Ouais, c'est un spécialiste, il en arrête beaucoup. Faut pas se mentir. Et c'est un élément moteur de cette équipe de Tottenham, c'est le capitaine. Ouais. On le sait. Il les a sauvés il y a peu de temps contre Arsenal face à Aubameyang. Dans les arrêts de jeu, parce que ça aurait pu être une défaite. Hier soir aussi, ce qui les a motivés aussi certainement, c'était le premier match de Ligue des Champions dans leur nouveau stade, et ça c'est pas donné à tout le monde aussi, mais Lloris c'est un des leaders de cette équipe et il tient aussi la baraque et je pense il fait un travail remarquable au sein de il a eu ce petit souci extra sportif avec alcool. Bon, hier on a rigolé beaucoup avec Drinkwater, le joueur de Chelsea. Drinkwater. Ça a fait rigoler tout le monde au vu de son nom. Ouais, bien sûr. Mais le pauvre, il a pas choisi. Les parents s'appellent comme ça. Ouais, tout à fait. Mais Lloris, à côté de ça, c'est quelqu'un qui est exemplaire, qui fait des fois quelques erreurs avec les pieds. Mais en attendant, il a toujours été présent. Et si Tottenham est là, c'est aussi en partie grâce à lui. Coucou à mon Morgan, de la part de Gégé Labuche. Je sais pas qui c'est. Je vous transfère les salutations de Gégé Labuche, mon Morgan. Merci à lui, comme bonjour à Nicolas, qui sont des collègues à moi. Alors, un mot sur Liverpool-Porto, Loïc. C'est un match, je vais dire, sans appel. On va dire, c'est Porto, c'est le petit pousset, là, on va dire, dans cette Ligue des Champions. Ouais. Moi, je ne m'attends pas à de grandes surprises, même sur le match retour. Après, Liverpool, c'est une machine en ce moment, qui a baissé un peu de régime et qui marche encore. Donc, si on vous écoute, avant les matchs de ce soir, il y a au moins 2 clubs anglais en demi. Ah oui, pour moi, City. De toute façon, soit City, Tottenham, avec Liverpool. Liverpool, pour moi, c'est une évidence. D'accord. Moi, je pense que Porto se débrouille avec ses forces, qui n'a pas si mal joué que ça. Oui, ça joue bien au ballon. Ils ont mis de l'envie, ils n'ont pas lâché jusqu'au bout. Mais
Bon, ils sont tombés sur une des meilleures équipes en ce moment qui tournent en Ligue des Champions. Liverpool, c'est fort, hein, c'est fort. Alors, les matchs de ce soir, on a Ajax Amsterdam, Juventus de Turin, Manchester United, Barcelone. Un mot, Ajax, Juventus, Morgan? Pour moi, c'est mitigé. Il y a l'insouciance de l'Ajax, super jeune, qui va tout tenter. Et pour eux, c'est pas un miracle, mais c'était carrément inespéré d'en arriver là. Ouais. Je pense qu'ils vont vraiment embêter cette équipe avec leur insouciance. En face, on a une équipe expérimentée qui connaît ce niveau. La majorité des joueurs sont internationaux. Ils connaissent bien les champions. Donc ça va se jouer sur des détails. Après, peut-être que l'expérience prendra le dessus, mais l'insouciance peut prendre le dessus parce que c'est une équipe qui a rien à perdre. Et pour eux, être éliminés en quart, ça sera déjà pas mal. Mais je pense qu'ils vont jouer tous leurs atouts possibles pour essayer d'embêter un maximum cette équipe de la Juventus. On salue Loïc Paillet qui nous a rejoint, Jacques Arbon et JV Pascal aussi qui participent à cette émission. Alors, Manchester United, Barcelone, Loïc. Pressé d'être t'asseoir pour voir ça. Pourquoi? Pour moi, ça va être une grosse affiche. Ouais. Manchester... Sur le papier ou vous y croyez vraiment? Moi, j'y crois forcément. Moi, j'y crois fortement pour Manchester. On a vu leur dernier match, de toute façon, leur dernière prestation. En plus, l'entraîneur maintenant a été assigné pour 2 ans et confirmé. Donc, je pense que ça va amener encore plus de confiance. Et puis, ils n'ont rien à perdre. Et ils n'ont rien à perdre. De toute façon, ils ont tout à jouer. Donc, pourquoi pas créer la surprise. Est-ce qu'un match comme ça, Morgan, ça peut permettre à Paul Pogba de franchir un palier, de passer un cap? Oui, c'est certain, parce que là, on va l'attendre face à vraiment une grosse équipe européenne. Donc, il n'aura pas le choix de se montrer. S'il ne se montre pas là, ça veut dire que finalement, son prix de transfert, il doit faire ces matchs-là, mais on doit l'attendre sur la régularité, que ça soit contre Bournemouth, West Ham, il doit être présent sur tous les matchs. Pour moi, j'ai un joueur comme ça et ça doit être un exemple. Maintenant, ce soir... Et un peu moins sur les réseaux sociaux. Ouais, déjà. Et puis, mais je pense que ce soir, ça va être quand même dur parce que quand on voit sur le match de l'Atlético, même si l'Atlético Madrid, ils sont 10, Suarez, une frappe, un but. Messi a accéléré une fois, ça a mis un but, ça a mis un magnifique but. Il faut dire que Oblak a retardé l'échéance pendant longtemps. Hein. Et je pense que une fois que les deux, ils ont vraiment envie de jouer et qu'ils se rendent compte qu'il reste 5 minutes et qu'il faut accélérer, c'est compliqué. Et je pense que pour les défenseurs anglais, ça va être très compliqué, cette vitesse. Les Smalling, les Lindelof, ils n'ont pas l'habitude à ce type de vivacité. Et je pense que si ça joue très très vite, ça va être compliqué. Surtout, c'est technique. En Angleterre, c'est un peu moins technique. Et c'est pour ça que là, peut-être que Pogba va sortir son épingle du jeu avec sa qualité. Sofiane Najar qui nous dit l'Ajax n'a rien à perdre, ils vont tout donner, c'est pas impossible qu'on ait une belle surprise. Vous êtes d'accord avec ça, Loïc? Oui, une insouciance, on l'a déjà vu sur des matchs précédents. S'ils en veulent, des fois, l'envie passe plus avant le talent. On l'a vu sur des matchs de Coupe de France il y a des années, Calais, quand jamais on aurait vu gagner une Coupe de France. Donc, Calais, il y a eu Guignon aussi. Il y a eu Guignon, ça, tout à fait. Donc, ça peut promettre un super match. Moi, je pense qu'ils ont tout à gagner, justement, rien à perdre. Joris Artaud qui nous dit beau gosse, Morgan. Morgan, il a un fan club là sur l'émission. Pour info, c'est mon petit frère, mais qui est aussi grand que moi. Je sais, il s'appelle Artaud, Joris Artaud. Oh, vous êtes chafouin. Vous voulez que je dise à l'antenne là ce qu'on disait en off? Non, merci. merci. Allez, on redevient sérieux, 1 minute. Laurent Blanc est-il le coach idéal pour l'Olympique lyonnais? Le club a démenti les contacts entre l'ancien coach du PSG et le président Jean-Michel Aulas dans le but de remplacer Bruno Genesio. Mais selon des sources bien informées, il y a bel et bien eu des contacts entre Blanc et Aulas. On annonce même que son adjoint serait Franck Passy. Est-ce que, Morgan, c'est une bonne pioche ou pas? De toute façon, là, Laurent Blanc, ça serait une bonne pioche, oui et non, mais c'est quand même, encore une fois, injuste concernant Genesio, qui a quand même fait du bon boulot. Là, voilà, ils arrivent en fin d'année. C'est sûr que les objectifs, c'est la 2e place. Ils vont peut-être pas l'avoir, au vu des derniers résultats. La Coupe de France, malheureusement, elle n'est plus là. Donc, j'arrive pas à comprendre la communication encore de Jean-Michel Aulas qui promet quelque chose et qui, au final, dit en rang les négociations au vu des résultats. Donc, c'est un peu jouer au chat à la souris avec quelqu'un qui leur a rendu des grands services, qui a toujours été là, même à la formation
avant. Maintenant, Laurent Blanc, s'ils le prennent, ça va être encore un coach français qui a plus coaché depuis un petit moment, qui a un titre, qui a des titres de champion de France avec le Paris Saint-Germain et des coupes nationales avec le Paris Saint-Germain et avec Bordeaux. Et le seul à être allé en quart de finale depuis l'ère Qatari du PSG. Voilà, il y a ça. Et maintenant, Franck Passy, il n'a plus trop le choix. Jean-Louis Gasset est en poste à Saint-Etienne, donc son adjoint. Il va peut-être être prolongé d'ailleurs. Il va peut-être être prolongé, donc voilà. Après, Franck Passy, ils se connaissent. Je pense qu'ils se sont rencontrés à l'époque par rapport à l'Olympique de Marseille, et Franck Passy a été longtemps là-bas aussi. Ouais. Maintenant, ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Ça va dépendre aussi. Je pense que Laurent Blanc va demander aussi des garanties sportives. Qui va rester, qui va partir. Vous n'avez pas un petit côté normand ? Chaque fois, vous me dites ça, mais ça peut être bien, ça peut être pas bien. Ça, c'est une réponse à la normande. Je trouve qu'on laisse pas gagner, qu'on laisse pas s'exprimer. Voilà, Genesio, il en prend plein la tronche. Je suis comme vous. Il dit pas grand chose. Je suis vraiment embêté pour Il dit pas grand chose et je pense qu'il a une obligation de réserve à rien dire. Même en conférence de presse, quand il se fait, il en prend plein la tronche. Il dit rien, il se laisse faire. Je sais pas pour vous, mais j'aurais été à sa place là la semaine dernière quand Jean-Michel Aulas fait son petit speech. Moi, je me lève, je lui serre la main, puis basta. Je pense que derrière, ils le feront pas parce que je pense que derrière, si il n'est plus coach de l'équipe première, il aura quelque chose à Lyon. C'est certain. Pour moi, il sera encore dans le staff de Lyon. Ils peuvent pas lui dire au revoir comme ça du jour au lendemain. D'accord. Loïc, est-ce que Aulas et Blanc sont compatibles ? En vue de tout ce qui se dit, oui, ils se connaissent déjà. Je pense que Laurent Blanc rentre dans ses critères. Ça fait 31 ans. Aulas, c'est un président tout puissant, interventionniste. Laurent Blanc qui aime bien avoir la main sur le sportif. Ça va pas clasher, non ? Si on voit Laurent Blanc arriver, je pense que ça aura déjà été mis d'accord sur papier, je pense sur un contrat, parce que on connaît Laurent Blanc, son caractère, de toute façon, oui, il est très fort de caractère. Mais après, pour Lyon, dire un coach idéal, je sais pas si ça existe vraiment, parce qu'on peut avoir le meilleur coach du monde, si sur le banc derrière, ça suit pas. Mais pour moi, ce serait un très bon recrutement. Déjà, il rentre dans les critères de Lyon. 31 ans qu'ils ont des coachs français, ils veulent rester dans cette optique. Les résultats, que ce soit au PSG, comme on disait, ou à Bordeaux, il a toujours fait de bonnes choses en tant que coach comme en tant que joueur, donc il sait ce que c'est, les deux côtés de la barrière. Donc pour moi, Lyon, et même dès l'année prochaine, je serais prêt à mettre un billet je dirais pas qu'ils iront dépasser le PSG, mais au moins le titiller et vraiment assurer cette deuxième place. Je pense que c'est largement possible avec lui. Morgane, on sait que Lyon mise beaucoup sur le Lyonnais. En Rhône-Alpes, il mise aussi beaucoup sur le centre de formation. Laurent Blanc, partout où il est passé, a démontré que la formation, c'est pas tellement son truc. Est-ce que ça peut pas être un handicap pour lui ? Si, ça peut être un handicap. Après, comme l'a dit Loïc, ils en parleront en interne. Après, pour moi, il n'y a pas que Aulas qui peut poser problème aussi. Il y a quand même Mouillet, il y a quand même Lacombe, il y a quand même du monde. Il y a Maurice qui s'occupe. Le vestiaire. Voilà, aussi. Le vestiaire. Moi, je pense que. Et apparemment, Gourcuff a souffert du vestiaire. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est que au jour d'aujourd'hui, en fin de saison, si les objectifs sont pas atteints, s'ils finissent 3e ou 4e, on va dire, est-ce que tout le monde va rester ? Aulas l'a dit officiellement, il n'y aura qu'un départ cet été, donc ça va se jouer certainement sur Fekir ou Depay. Maintenant, garder les deux, moi j'y crois pas. Je pense que Depay a envie de partir, Fekir a envie de partir. Est-ce que Laurent Blanc sera d'accord pour signer dans un club où vous avez deux joueurs à fort potentiel offensif partir en même temps ? Il y a un moment, Dembélé partira pas parce qu'il vient d'être recruté, il a coûté quand même assez cher. Devant, il faut qu'il recrute et je pense que Blanc va quand même attendre. C'est toujours un coach qui a été très très patient en négociation. Va attendre pour avoir ses préférences sportives en termes de recrutement. Et au jour d'aujourd'hui, peut-être que Blanc va attirer aussi du monde. Peut-être va attirer beaucoup de monde dans le club. Des joueurs, pourquoi pas comme Rabiot. Non, je rigole. Mais on sait jamais. Donc non, mais voilà, je pense que Laurent Blanc est capable de relancer des joueurs. Comme en faire venir. Au moins, il serait sûr de jouer à Lyon, Rabiot. C'est sûr, mais... Parce que moi, je ne le vois pas titulaire au Barça. De toute façon, il faut que le Barça le prenne. Mais maintenant, avec l'arrivée de De Jong, je pense que c'est un peu fini. C'est pour ça que je dis ça. Mais parce que je le vois pas passer devant Busquets, ni De Jong. C'est pas possible. Et même, il y a le jeune Arthur. Il y a Rakitic. Faut
pas oublier, il y a quand Donc, même du monde au milieu. Et puis Arturo Vidal, hein, quand il rentre, il fait ses matchs, il apporte un peu cette grinta. El Loco. Voilà, donc du coup, Laurent Blanc, je pense qu'il va être très patient, il va attendre et il va avoir des garanties avant de signer. Bonjour au coach Loïc et au coach Morgan de la part de Mario. Du coup, je vous passe le bonjour de Mario. On aurait aperçu Mourinho à l'aéroport de Lyon. Est-ce que ça veut dire quelque chose pour vous, Loïc? Je pense peut-être qu'il y aurait eu des contacts, mais moi je pense financièrement, je pense qu'ils vont se concentrer plus sur le recrutement si déjà il y a des départs. Ouais. Et de toute façon, je crois que le président Aulas s'est pas caché il y a une journée ou deux qui apparemment c'était peut-être pas dans leur budget. Du moins, ils avaient les fonds, mais ça serait une dépense. Oui, il y a ce que dit Aulas, mais voilà, après je pense que en vue, moi c'est attendre la fin de saison, parce que s'ils ont beaucoup de départs, c'est qu'il va falloir recruter des joueurs, ça va coûter de l'argent, donc des salaires. Donc Laurent Blanc reste un super coach, hein. En plus je crois qu'il fait l'unanimité au niveau que ce soit les joueurs ou d'autres dirigeants. Donc pour moi ce serait un recrutement plus intelligent sur Laurent Blanc, sur un budget beaucoup moins, et qui reste un très bon entraîneur surtout pour la Ligue 1 qu'un Mourinho. Le fait de ne pas avoir coaché depuis 3-4 ans, Morgan, vous qui êtes dans le métier, est-ce que ça peut pas être un problème pour Laurent Blanc? Moi, je pense que ça peut en être un, parce qu'il faut se remettre au goût du vestiaire, dans le moule. Faut savoir remanager. Voilà, ça fait longtemps qu'il a pas dirigé une séance, qu'il a pas fait un avant-match, une mise au vert, une causerie. Je pense que quand même, on l'a pas perdu, parce qu'il y a une certaine expérience en tant que joueur et en tant que coach. Mais quand même, 3-4 ans sans savoir rien fait, pour moi, c'est beaucoup. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'il se réadapte à tout ça. Et pareil, il va arriver à Lyon, il faut qu'il s'épaule aussi d'un staff. On n'arrive pas qu'avec un adjoint, faut qu'il s'épaule d'un staff. Je pense notamment à Nicolas Déon, qui à mon avis viendra avec lui, le coach des gardiens de but. Il va prendre du monde, donc faut se remettre dans le bain de tout ça. Bon, Passy, ça fait pas longtemps, mais il y en a d'autres qui va prendre dans son staff certainement, ça sera un peu plus longtemps. Et pour ma part, ouais, c'est peut-être un handicap aussi, parce qu'il y en a certains qui vont l'attendre au tourment. Si l'année prochaine Depay reste et que c'est lui le coach, Depay ne va pas se cacher pour lui faire 2-3 réflexions, ou même ou des joueurs comme Marcelo qui ont un peu plus d'expérience, qui vont lui dire ouais, mais voilà. Et Depay, je sais très bien que Depay, c'est quelqu'un, dès que Mourinho était à Manchester et se permettait d'arriver 1 minute en retard, il y avait une grosse histoire à l'époque, parce que Mourinho était à fond derrière ses joueurs, et Depay, à la moindre erreur de Mourinho, sur les réseaux sociaux, il y allait, et il se dérangeait pas en mise en vert, dire au coach, mais coach, vous êtes arrivé en retard, alors que personne n'osait rien dire dans les vestiaires. Mais est-ce que finalement, Loïc, c'est pas un entraîneur à poigne qu'il faut à Lyon? On sait que Laurent Blanc, c'est pas le mec qui peut tout renverser. Est-ce que pour cette équipe de Lyon, qui a beaucoup de talent, mais beaucoup de jeunes aussi, il faut pas un entraîneur, parce que Laurent Blanc, Genesio, c'est presque le même profil peut-être. Est-ce qu'il faut pas quelqu'un qui leur rentre un peu dedans? Avec des stars comme Depay et tout, est-ce que ça va pas être justement, ça peut pas être trop, parce que ça va forcément apporter au clash si les deux. Donc après, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'assez dur déjà, surtout pour toute la jeunesse et tout ça, les cadrer, mais après avec des Depay et tout ça, même quelqu'un de dur, je pense que ça irait même peut-être plus vite au cash que quelqu'un qui va peut-être avoir plus de recul, plus de retenue. D'accord. Donc, D'accord. Bon, juste pour revenir à ça, moi je pense que s'ils prennent un mec qui tient le vestiaire, un mec dur, déjà à Lyon, il faut recruter des leaders, parce que Marcelo tout seul, c'est pas un leader, c'est un des plus anciens, qui est le capitaine, tout ça. Mais je pense que si ils prennent quelqu'un à poigne, ça va clasher aussi avec le président, parce que là, s'il a besoin aussi d'avoir son mot à dire. C'est ce que je me disais. Et je pense pas que ça sera avec le vestiaire plus, parce que ça sera le patron et c'est comme ça. Là, c'est même avoir un entraîneur sur qui il peut marcher. Sur qui il peut marcher. Et je pense que ça marchera pas. Donc c'est pour ça aussi qu'Olas il choisit des profils bien précis. Blanc est rincé, nous dit Sofiane Najar, et puis Bilal Chekab qui dit hartelez-le. Ça c'est pour Morgan a priori. Mais c'est bien, c'est interactif. Continuez en tout cas de nous envoyer vos petits messages. On essaiera de les relayer autant que faire se peut. Vous pouvez aussi nous appeler au 09 52 89 30 16 si vous voulez passer en direct dans l'émission. Messieurs, dimanche, on a assisté à un loupé magistral. Je ne sais pas si c'est pas l'action la plus rigolote de la saison. Christopher Nkunku, le joueur du PSG, qui a pratiquement marqué un but. Et puis son partenaire, Choupo-Moting,
On ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire. Il s'est comporté en défenseur pour Strasbourg. On a essayé de recaler cette action. Pour ceux qui nous regardent sur le Facebook Live, on va vous projeter ça. Et depuis, le joueur est devenu la risée de tout le monde dans la presse, sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'arrête pas de se moquer de lui, de le déglinguer complètement. Est-ce que c'est normal, Morgan, qu'on soit aussi dur, qu'on s'acharne autant sur Choupo-Moting? Bon, comme je vous disais tout à l'heure en off, ils ont l'avantage d'avoir au Paris Saint-Germain quelqu'un qui est fort offensivement et défensivement. Donc déjà, c'est un avantage. Vous êtes moqueur aussi, vous. Ouais, je suis pour moi, dans l'état d'esprit, Choupo-Moting, il est toujours là. Il a signé en début de saison, sachant qu'il n'allait pas avoir beaucoup de temps de jeu. C'est clair. Il n'a rien dit à personne. Il a fait le boulot. Là, aujourd'hui, il ne répond pas présent au niveau des statistiques. Au vu, en termes de temps de jeu, il ne met pas les buts qui sont souhaités. Maintenant, effectivement, il fait une grosse erreur. Au lieu de laisser le ballon ou protéger pour pas que le défenseur la touche et la laisser rentrer, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Je suis pas dans sa tête et pour moi, c'est totalement incompréhensif. Il y a quelques temps, les supporters, ils chantaient à sa gloire. Faut pas l'oublier. Ouais. Aujourd'hui, il fait une erreur, il en prend plein la tronche. C'est sûr que ça... En fait, je pense que sur ce match-là, ce qui vraiment fait mal, c'est qu'ils étaient au parc et s'ils gagnaient, ils fêtaient le titre de champion au parc. Ouais. Et la semaine prochaine, ils vont peut-être le fêter à Lille. Et c'est ça qui pose aussi le problème. Ah, c'est Lille, c'est costaud quand même. Voilà, mais je vous le dis, si c'est dans ce cas-là, c'est aujourd'hui les supporters lui en veulent plus et toute l'institution lui en veulent parce que à cause de ce raté-là, à cause de cette erreur-là, ben, il gagnait et puis il fêtait au parc. Et là, ça aurait été la fête. Aujourd'hui, ça va être trop tardé en échéance et je pense que c'est ça le gros problème. On revoit encore cette action sur notre Facebook Live. J'ai vraiment du mal à comprendre cette action. Loïc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette action de Choupo-Moting? Moi, perso, c'est vrai que n'importe qui pourrait comprendre qu'est-ce qu'il fait devant la télé, n'importe qui a dû penser la même chose. Ouais. Après, voilà, je pense que le PSG aurait eu 4 buts d'avant, je pense qu'on n'en aurait même pas polémiqué. C'est vrai. Ça aurait été un geste qu'on aurait mis, voilà, je pense même pas que ça aurait tourné autant dans les réseaux. Oui. On va seulement, là, il y a le match nul, comme on dit, c'était le match pour le titre, donc voilà. Après... Voilà, sur le terrain, c'est toujours, on le voit, il leur donne toujours, malgré que même quand il rentre du banc, il fait toujours des très bonnes entrées quand même. Donc moi je pense qu'autour on est plus dur, parce que surtout sur le match nul, on lui reproche aussi du coup le match nul. Mais à côté de ça, le premier but qu'ils prennent, c'est toute la défense. C'est ça. Il est entré du 18, il est tranquille, il a plus qu'à la frapper. Buffon, même sur le deuxième, on voit qu'il regarde le ballon. Donc moi, on reste quand même assez dur. Malgré que c'est vrai que l'action est assez risible. À la frappe de Goncalves, l'ami personnel de Morgan. Morgan, il aime bien Goncalves. Non, j'aime pas du tout. Morgan, vous qui êtes attaquant, est-ce que c'est pas un peu l'égoïsme de l'attaquant, du buteur, qui peut-être voulait ne pas laisser un coucou marqué, mais lui faire une petite action pour que le but soit pour lui? Dans le passé, j'aurais peut-être fait la même, mais moi je pense que je l'aurais mis plus dans le fond. Il y a 3 solutions. Il peut la toucher, s'il la touche et qu'il est hors jeu, annulation du but. S'il la touche et qu'il la met, il la met, donc le but il lui est attribué et puis Nkoukou fera certainement la gueule ou pas. Ou la 3e solution, c'est de la laisser rentrer, mais en protégeant la balle pour pas que le défenseur passe devant lui. Maintenant, c'est là où je comprends pas aussi, c'est qu'il arrête sur la ligne, il y a un temps d'arrêt. Et il repart pas pour essayer de la remettre. Je pense que lui-même n'a pas compris la chose. Après, il s'excuse, il en est désolé. Je pense que c'est quelqu'un qui est très sincère. Voilà, en plus, c'est lui qui met le premier but. C'est Keher qui met le deuxième. Donc, c'est quand même des petits protégés à Tourelle parce qu'ils ont le même agent. Donc, c'est quand même des gens que Tourelle a fait venir dans le club en connaissant leur qualité sportive, mais aussi leur qualité en état d'esprit. Voilà. Et je pense qu'il faut pas forcément lui en vouloir. Voilà, le seul titre qu'ils ont à défendre, c'est celui-là, c'est le championnat de France. C'est pratiquement acquis. Ils ont la Coupe de France. Voilà, en ce moment, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Cavani, donc Choupo-Moting a plus de temps de jeu. C'est vrai qu'il ne répond pas présent en termes de statistiques, en termes de buts, mais ce joueur-là, son engagement, il sera toujours là. Et même en sélection du Cameroun, quand on le voit jouer, c'est le capitaine, il se défend, il fait beaucoup d'erreurs par rapport à son grand gabarit, des erreurs techniques, parce qu'il joue plus sur un côté gauche au Cameroun, pas trop dans l'axe. C'est un joueur qui se donne et je pense qu'on ne peut pas lui en vouloir. Voilà, effectivement, il a retardé l'échéance du titre, mais à côté de ça, il est là depuis le début de l'année, il ne dit rien, il fait son boulot, il répond présent et je trouve que c'est un peu dur alors qu'il y a quelques semaines, on chantait à sa gloire. Loïc,
un journaliste, pour ne pas le citer, Pierre Ménès, qui dit que Choupo-Moting au PSG, c'est une erreur de casting. Vous êtes d'accord avec ça? Non, parce qu'il faut des joueurs comme ça, remplaçants, qui donnent ce qu'ils ont sur le terrain. Après, on connaît Pierre Ménez, hein, il a toujours un franc-parler, des fois même, je trouve, assez dur et pas forcément impartial. Je pense qu'il donne beaucoup trop ses avis personnels. Mais non, moi, des joueurs comme ça, moi, en tant que coach, j'ai des remplaçants. J'aime avoir des remplaçants, justement, qui sont régulièrement remplaçants, mais que sur le terrain, ils rentrent et font ce qu'on leur demande, même si c'est 30-40 minutes et qu'ils défoncent rien. Et c'est ce genre de joueur où il fait pas de vagues. On le voit pas non plus sur les réseaux sociaux, les boîtes de nuit, les machins, comme beaucoup au PSG le font, hein, certains Verratti, qui sait pas trop se tenir encore. Mais non, pour moi, il faut des gars comme ça. Morgan, vous disiez, il était, il n'y a pas très longtemps, il était un des nouveaux chouchous du COP d'Auteuil, après Cavani. Est-ce qu'il peut perdre, justement, cette cote d'amour qu'il a vis-à-vis des supporters? Après, cote d'amour, pardon, c'est vide, c'est beaucoup, je trouve. Je pense qu'il l'a encouragé parce que ce match-là où il a chanté, c'est qu'il marquait pas de but et il fallait lui donner un peu de confiance et tout ça. Après, c'est un joueur de passage. On ne sait pas si l'année prochaine il sera encore là. Est-ce qu'il va continuer à faire ce rôle-là? Est-ce qu'il va vouloir pas aller dans un club intermédiaire pour jouer titulaire, justement? Je pense qu'à un moment, voilà, et là, c'était un message d'encouragement pour lui dire, mais peut-être ça sera le héros de la Coupe de France si Cavani, Neymar viennent pas et c'est lui qui marquera le but. Je pense que voilà, pour moi, c'est un joueur de passage. Choupo-Moting, il a 30 ans, il a besoin de jouer aussi. Il peut faire du bien. Il a fait du très bon travail en Allemagne, où il a été performant avec des bonnes statistiques quand il joue à Schalke et tout ça. À Stoke, ça a été moins bien, mais voilà, c'est un joueur qui est capable de s'adapter à tout championnat. Et il y a aussi peut-être est-ce qu'il arrive à s'adapter aux camarades qu'il a autour de lui? Il faut savoir jouer avec Mbappé. Partout où il est passé, il n'a pas mis plus de 10-12 buts par saison. En fait, moi je pense que c'est un attaquant un peu dans le style Giroud, qui peut permettre à Mbappé de tourner autour. Il prend il fait de la place. Voilà. Tout le monde est attiré par lui, donc son jeu sans ballon permet à des joueurs qui vont vite de prendre la place. Le jeu sans ballon de Choupo-Moting, comme d'autres attaquants comme Giroud, permettent à des joueurs de s'exprimer autour de lui. Exactement. Donc c'est ça qui est intéressant sur ce type de joueur. Mais partout où il est passé, on en garde toujours une bonne image de lui. Parce qu'il faut savoir que lui, il a été très bon état d'esprit. Il a joué pour toutes les sélections allemandes en espoir, jusqu'en espoir. C'est vrai. Et après, il a décidé par un choix de cœur d'aller au Cameroun parce que c'était bouché pour lui et à Mannschaft. Mais c'est un gars qui a toujours donné. Et il a la double nationalité. Et l'Allemagne, il a toujours dit, c'est sa famille. Donc je pense que voilà. Et Tourelle l'a fait venir pour son état d'esprit. Donc c'est un joueur moyen, mais qui aura un état d'esprit qui sera toujours le même. Maintenant, on va parler toujours dans ce match PSG Strasbourg. Il y a eu un clash entre Thomas Tuchel et Laurent Paganelli. Un coup de gueule, parce que le reporter terrain Canal+, avait mis un maillot de Lienards, c'est ça. Voilà, pour offrir à Max Hels le trophée d'homme du match, et ça n'a pas beaucoup plu à Thomas Tuchel. Est-ce que le coach du PSG n'est pas excessif? Si, il a la frustration, ils font de partout. Je pense que voilà, ça le gave. Je vous dis, l'enjeu de ce match, ils avaient tout prévu, hein, les maillots étaient prêts, champion de France, avec le podium et tout ça. Je pense qu'il y a cette frustration-là. Maintenant, il énerve. C'est comment, Taraton, c'est ça? Ce gars qu'il a interviewé. Le deuxième là qu'il a interviewé, Taraton. Je me rappelle jamais avec ce nom. Déjà, Laurent Blanc, à l'époque, l'avait bien descendu. Ouais. C'était pas trop ami. Lui, il a pas de chance. Il leur prend déjà encore une couche avec Tourelle. Après, voilà, c'est pas méchant. Paganelli, on le connaît. Et il dit souvent des conneries, même à la télé. Il y avait déjà eu l'accrochage cette année avec Stéphane Guy. Oui, Stéphane Guy. Et sur un truc, il lui avait dit si t'es pas content que je te donne mon avis, j'arrête de parler. Il avait été suspendu. En même temps, est-ce qu'il est dans son rôle, Loïc, de porter un maillot de Strasbourg, même pour une blague? Est-ce qu'il n'est pas un peu sorti de son rôle? Là, je pense que la blague est un peu maladroite. En sachant qu'en plus, Paris faisait 2-2. Tourelle, on savait qu'il allait être frustré, surtout que moi je pense que ce match est nul, c'est impossible de sa faute. On fait pas par exemple rentrer un Mbappé à la 60e alors qu'on joue plus de Coupe de la Ligue, on joue plus de Ligue des Champions. Pourquoi le préserver? C'est la dernière consigne droite. En Ligue 1, ils ont de l'avance, donc
on le fait jouer. Donc moi je pense que c'est une frustration, mais de l'autre côté, je pense que la blague est un peu poussée trop loin. À la limite, ça aurait été plus logique, une fois que tout ça est passé, qu'il aille le voir avec ce maillot, à la limite dans leur vestiaire, ça passerait mieux. Ouais. Après, en tant que coach de l'adversaire, c'est vrai qu'il y a une petite frustration, déjà d'être frustré de ce match, mais en plus de voir que les commentateurs arrivent avec un maillot de l'équipe adverse tout joyeux, c'est vrai qu'on peut mal le prendre aussi. Oui, mais le fait... bon, Paganelli s'est excusé. Hein. Oui. Vous vouliez parler d'Olivier Talaron, c'est ça, Morgan? Ouais, c'est ça, Olivier Talaron. Paganelli s'est excusé, mais voilà, est-ce que... On en reste là, il ne faut pas qu'il y ait des suites. Il y en aura des suites parce qu'ils ont diffusé des images de comment il s'appelait, Paganelli avec une écharpe de Paris. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux? Ouais, j'ai vu Paris ça. Voilà, je vais pas aller plus loin. Ouais. Voilà, je pense que c'est... Oui, mais c'est pas un montage, ça? Apparemment non, il n'a pas démenti, mais on connaît Paganelli, c'est pas un Parisien, je crois. Il est plus du sud. Il est d'Avignon. Voilà, donc il est d'Avignon, il a fait carrière à Saint-Étienne. Voilà, c'est pas méchant non plus. Non, c'est pas méchant. Après, on a tous le droit d'avoir. J'ai vu Paganelli sur Twitter pour expliquer une demi-volée. Il ouvre ses volets, sa fenêtre. Il prend une tronçonneuse et il coupe les volets à moitié. Il dit voilà une demi-volée. Voilà, ça c'est du Paganelli. Mais oui, mais c'est pour ça. Mais il en faut. On parlait tout à l'heure de Pierre Ménez. Alors moi, je le porte pas du tout dans mon cœur parce qu'il a eu des propos sur le football féminin qui m'ont un peu choqué. Voilà, quand ils avaient mis en avant-première à Canal le match féminin, il a dit moi ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de suivre ça. Vous faire coucou. Hein. Bah merci, bonjour à elle. Je regarderai son émission tout à l'heure. Il y a lui, il y a aussi Bey qui quand a des choses à dire le dit. Il nous faut des genres de... Paganelli, il est rigolo sur le côté. Il parle avec les joueurs viennent vers lui. C'est pas comme s'il y avait un professionnalisme. C'est d'instinct. Il parle d'instinct. Oui, et c'est très simple. Et ça, c'est bien. C'est aussi, ça nous donne aussi l'envie. Et le fait même qu'il soit un peu déconneur, ami avec les joueurs, ça permet quand même d'avoir quelques infos des gens. Voilà. Il peut avoir plus d'infos que d'autres. Ouais. Il vient sur les bancs, quand il parle à Genesio, oh, Bruno, t'es un peu énervé là. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire rentrer Depay. Est-ce qu'aujourd'hui ça va bien? Il est de bonne humeur. C'est ça. Voilà, et les gens des fois il se fait envoyer chier. Hein. Il part dans le mur. Mais il sait, et c'est donnant. Et c'est cool. Je trouve ça, c'est bien. Ça, il gagne un peu la télé. Bon, et le on sport. espère que Tourelle va comprendre et puis il va se calmer parce que bon, il le connaissait peut-être pas, mais voilà, c'est pas grave, c'est une blague en plus. Il s'est excusé. Mais Loïc, moi je voulais qu'on revienne globalement sur la gestion des médias de la part du PSG. Par exemple, le journal L'Équipe est banni des conférences de presse au camp des loges, banni des entraînements. C'est beaucoup. Voilà. C'est beaucoup. Voilà. De toute façon, maintenant on polémique pour plus grand chose. Donc là, ils en ont fait des pataquès. Ça aurait été dans l'autre sens, je pense pas qu'on en aurait fait tout un scandale. Là, c'est parce que c'est le PSG, donc. Mais ouais, non, là, ils vont un peu loin. Moi, je pense que Paris se trompe de combat quand même. Hein, tout à fait. Parce que voilà, il faut organiser le club, il faut recruter, il faut bien gérer le dossier Rabiot plutôt que de s'en prendre. Je pense que t'as carrément, ils n'ont pas le droit de faire tout ça à côté presse. Ils avaient qu'à aussi dans leur tête travailler au niveau du sportif parce qu'aujourd'hui c'est le sportif qui va pas. C'est une frustration. Les résultats sont pas présents. Je vois pas quel est le problème. Ils veulent bannir l'équipe parce que l'équipe a fait des révélations sur le cas Rabiot qui sont la vérité. La mère en a rajouté une couche derrière. Ils disent que c'est la faute de l'équipe que ça part. C'est pas la faute de l'équipe. Véronique Rabiot a décidé d'être interviewée dans l'équipe, a dit ce qu'elle avait à dire. Ça a été retranscrit. Voilà, maintenant il faut qu'ils arrêtent. Voilà, sportivement ils sont pas bons. Ils auront pas eu la saison escomptée. Il faut qu'à un moment ils se remettent, ils se reposent, ils se responsabilisent, ils se remettent en cause. On parle d'une frustration du coach, mais moi je pense que c'est plus grand que ça. C'est une frustration globale de tout. C'est l'institution. Et puis Enrique on a pris plein la tronche aussi pendant longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui voilà, même l'équipe a fait une enquête sur le rôle de Maxwell. Ils se sentent un peu, et c'est normal, c'est un grand club. On attend d'eux des résultats et on se demande quel directeur sportif qui fait quoi là-dedans. Et il y a un moment, bah voilà, ils se sont juste intéressés comme tout journaliste. Après, il y a des choses qui sont fausses, il y a des choses qui sont vraies, mais heureusement qu'il y a les journalistes aussi. Messieurs, on va parler de l'Olympique de Marseille. Est-ce que Rudy Garcia n'est pas arrivé au bout de rouleau? On a l'impression que le discours du coach ne passe plus auprès des joueurs, sans oublier son éternel discours sur l'arbitrage qui agace de plus en plus. À chaque contre-performance, on nous a frustré d'un penalty, il y avait un hors-jeu-ci, il y avait ci. Est-ce que Rudy Garcia peut encore rester à l'OM, Morgan? Je pense que c'est la fin d'un cycle.
pense que c'est la fin d'un cycle. Ces conférences de presse, elles sont... il ne sait plus quoi dire. Il sait plus quoi dire. On voit quelqu'un, voilà, vous parlez souvent de l'arbitrage, mais il n'y a pas que l'arbitrage. Les cadres, ils ne servent plus à rien. Rami, c'est fini. Payet, c'est fini. Il a tout essayé. Il a utilisé tous les joueurs possibles et inimaginables. Au dernier match, à ma vie, il passe encore à travers. Il a voulu relancer ce joueur-là qui était gravement blessé au genou. Rami, il remet, ça repart en sucette. Il y a eu le problème Mandanda dans le vestiaire avec le brassard. L'arrivée de Balotelli, la remise en route de Germain qui fait pas ses preuves. Je veux dire, il y a pas de satisfaction. Après, les gestions internes avec Gustavo Strootman, je pense qu'il est dépassé par les événements. Son staff, voilà, il y a eu des soucis avec Cassard en interne. Bompard, il lui dira rien parce que Fichot, c'est des mecs qui le suivent depuis l'époque de Lille et qui l'ont eu à la Roma. Je pense qu'aujourd'hui, il faut tout changer. Il y a une direction sportive, Zubizarreta, qui a fait du pipeau de la flûte en nous annonçant des joueurs extraordinaires. Héros qui fait pas partie du métier. Est-ce que Garcia a laissé travailler Zubizarreta? Moi, j'en suis pas convaincu. Je pense qu'il y a les deux. Mais après, voilà, on est directeur sportif, il y a un président, il y a Héros, il y a Marc Courte. Marc Courte, c'est lui qui donne l'argent. Donc c'est à Marc Courte aussi de dire c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Il y a un moment, le coach, il est là pour faire le sportif. Il donne des choix. Si aujourd'hui, on lui dit oui, on va t'en faire un gros neuf, il voulait un gros neuf et on lui fait venir Mitroglou. Le grand attaquant. Voilà, le grand attaquant qui est aujourd'hui Balotelli. Au départ, c'était Mitroglou. Voilà, mais à un moment, il propose, et à un moment, on peut faire ce qu'on veut. Mais je pense que Zubizarreta aussi est dans l'échec aussi du recrutement sportif. Voilà. Donc si je vous écoute, je dirais Payet, c'est fini sur les bords de la Canebière. Oui, Payet, c'est fini, je ne crois pas que tu seras. Le problème, c'est où ces joueurs-là, où les mettre, ils sont en contrat jusqu'en 2020. Ils ont un salaire exorbitant parce que tout ça, c'est l'erreur d'avant. On va les chercher à West Ham pour les sortir, on va les chercher à Crystal Palace pour les sortir pour aller de Mandanda. Rami, on va le chercher. Et maintenant, leur cote sportive, elle est néante. Marie-Madeleine Lubin dit bonjour à tout le monde sur le plateau. Bisous Marie-Madeleine. Loïc, quel est votre avis sur la situation de Rudy Garcia? Moi, pour moi, c'est même pas qu'il est au bout du Euro. Pour moi, c'était l'année de trop, je pense. D'accord. On en parlait déjà avant le début de saison. Le problème, c'est qu'ils viennent de le prolonger, là. C'est ça qui est embêtant, parce qu'en plus, moi, je pense qu'il a quand même, par rapport à Zubizarreta, il a quand même moi, je pense qu'il a un gros avis à donner à Rudy Garcia. Et quand on entendait parler de, Caleta Gerp, heureusement pour lui, il a mis au moins 6 mois à se déclencher, mais je trouve que c'est beaucoup pour le prix qu'ils l'ont payé. Radonjic, là, c'est... Voilà, tout ça. Donc, la plupart de ses choix sur ses recrutements sont... Je vais pas dire mauvais, ce serait méchant, mais voilà, c'est un échec. Mais un peu comme Laurent Blanc, on lui reproche aussi de ne même pas aller regarder les jeunes s'entraîner. Il regarde même pas le centre de formation. C'est pour ça, ce serait peut-être temps il aurait fallu peut-être déjà avant de le prolonger, même en vue de la fin de saison, c'est justement changer cette optique-là. À Lyon, ça marche très bien. Lyon, ils font quasiment qu'avec les jeunes. Bon, à part cette année où ils ont commencé à recruter quelques stars. Oui, mais le noyau, c'est quand même des gens ça reste des jeunes. Point, quoi, voilà. Et on se dit que si ça marche là-bas, pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Bien sûr. Donc là, non, ça va être compliqué à gérer la fin. Et apparemment, il y a des clauses. Donc est-ce que ça ne pourrait pas changer d'ici à la fin de l'année après Morgan, est-ce qu'on ne l'a pas prolongé un peu trop tôt, à votre avis? Si, on l'a prolongé trop tôt. Maintenant, comme a dit Loïc, je pense qu'il y aura des clauses. Je pense que s'ils ne sont pas qualifiés en Ligue des Champions, il pourra partir libre. Et comme ça coûtera rien à l'OM avec son staff. Et il faut essayer de remettre du renouveau. Voilà, faut du renouveau parce qu'on passe d'une finale de Ligue de Coupe Europa, de Ligue Europa, à rien du tout, 0 points en poule. Et là, cette année, ils n'ont rien et ils ne vont même pas se sortir. Ils font ça va être compliqué. Coupe de la Ligue, Coupe de France, ils sont sortis dès les premiers tours. On a l'impression, face à Andrézieux en plus, c'est ça le pire, mais c'est là où on parlait tout à l'heure de sport, tout est possible. Ouais, donc on voit les gens qui ont envie et d'autres qui n'ont pas envie. Et je pense qu'aujourd'hui, faut repartir sur du renouveau. Mais là, à Marseille, il va y avoir du très très gros travail. Et perdre d'argent. On passe le bonjour à Fabienne Fauconnier qui dit bonjour, j'écoute l'émission. Bonjour Fabienne et merci de nous suivre sur le Facebook Live. Alors, Balotelli,
pourrait être suspendu par rapport à son coup sur Pablo. On parle d'une suspension de 6 mois ou moins, mais voilà. Est-ce que ça peut être un problème, ça, pour l'OM? Ah, pour l'OM, oui, parce que bon, maintenant, ça reste un numéro 9 indiscutable pour ces derniers matchs. Après, je trouve que ça va un peu trop loin. On fait moins de... Mais il n'est pas surcoté, Balotelli, d'après vous? Là, je sais pas... Parce que dans les grandes occasions, il ne marque pas. C'est vrai que sur les grands matchs, au PSG, on ne l'a pas vu marquer. Contre Lyon, il a joué contre Lyon, je ne sais plus. Si, pareil, il n'avait pas marqué. Sur côté, oui, il y a des chances. Après, bon, pour l'instant, c'est ce qu'ils ont de mieux, de toute façon. À part on va dire, ces 2 gros matchs-là, et il a toujours mis présent. Il a battu, je crois, le record de 5 ou 6 matchs d'affilée au Vélodrome où il a marqué. Ouais. Donc, après, je crois que c'est l'investissement, même si moi, je le trouvais cher à l'achat quand même, le plus, on va dire, rentable par rapport à tout ce qu'ils ont recruté depuis le début d'année. Marie-Madeleine Lubin aussi nous regarde, on la salue, Marie-Madeleine. Morgane, moi je voulais vous poser la question par rapport à Luis Gustavo. L'agent de Gustavo, par exemple, il n'est pas content, il dit voilà, tout est de la faute de Rudy Garcia, mon joueur, mon poulain était là pour dépanner, il a fait ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, on l'a mis sur... il traite Rudy Garcia d'ingrat. Vous êtes d'accord avec ça? Je trouve que dans un sens, il a raison parce que Gustavo, il est arrivé à l'OM. La première saison, il fait une saison extraordinaire. Je veux dire, pour moi, c'était un des meilleurs milieux de terrain. Il était imprenable. Je dis défensivement, il défendait debout. Il récupérait des ballons dans les pieds. C'était propre, ses interventions. Il a même marqué des buts décisifs. L'état d'esprit, il était tout le temps là. Il disait rien. Au début d'année, il y a des galères. Il fait jouer derrière. Il dépanne. On sait bien que c'était pas son poste. Et depuis là qu'il a trouvé la charnière, il a sauté. Au milieu de terrain, il nous met Sanson et Lopez qui n'ont aucun impact, parce que ce pas des joueurs à vocation, comme était un peu Zambo Anguissa, des joueurs qui vont mettre un peu d'impact de physique. Il nous manque quelqu'un au milieu pour cette récupération de balle. Ouais. Et Gustavo est tout le temps sur le banc. Et à un moment, il faut peut-être essayer de mettre des mecs qui ont l'envie. Il faut essayer de sauver cette phase de championnat. Et puis lui, il a une grosse expérience, quoi. Il a une grosse expérience. Parce que là, tous les cadres, Payet, Gustavo, qui commencent... Même Strootman. Qui commence un peu à s'énerver. Donc, les jours de Rudy Garcia sont peut-être comptés du côté de la Canébière. Alors, messieurs, on va aborder aussi le cas Moïse Kean. Mardi dernier, lors du match Cagliari-Juventus, le Français Blaise Matuidi et l'Italien d'origine ivoirienne Moïse Kean ont été victimes de chants racistes. Ils ont été défiés par la jeune star de la Juve après son but, lorsqu'il s'est planté devant eux, du style « et puis quoi encore ?» Mais... ce qui m'interpelle, moi, c'est la réaction de son propre coéquipier, Leonardo Bonucci, qui a eu du mal à comprendre. Il estime que le joueur est fautif à 50%. Il s'est excusé après. Mais Loïc, est-ce que vous comprenez la réaction de Bonucci? Non. Déjà, l'excuse, je pense que c'est plus de la communication. Je pense que c'est dans son staff qu'on a dû faire. Après, on connaît l'Italie. C'est pas nouveau, ça arrive régulièrement. En général, même du côté de la Lazio, je crois, où c'est... On a vu certains cas, mais au jour d'aujourd'hui, déjà avoir des réactions comme ça dans le terme de football ou même à côté de ça, ça devrait être interdit. Et moi, ce que je reproche, c'est par exemple à la FIFA, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas assez sévère. Là, pour ce coup, il n'y a même pas de commission mise en place, il n'a pas été convoqué, ou un truc comme ça. Là, son excuse, pour moi, ça sonne faux, c'est juste de la communication, et moi, pour moi, il devrait déjà être sanctionné. Déjà, c'est son coéquipier, en plus, il a quel âge? 19 ans. Oui, il est très jeune. Voilà, donc déjà il est sous pression, on lui rajoute une pression supplémentaire envers le supporter. Un coéquipier sur toute son expérience n'aurait jamais dû réagir comme ça. Pour moi, il mériterait des sanctions. Morgane, oui, est-ce que le fait que son propre coéquipier dise ça, ça rend du coup, ça arrange un peu la fédé italienne qui dit, même si dans son camp on trouve ça pas bien, nous on n'est pas obligé de le suspendre, par exemple. Enfin, de prendre une sanction contre Cagliari. Oui, je pense aussi que la facilité, elle est là. Mais en Italie, c'est récurrent, ces histoires de racisme. En plus, les Italiens, il faut qu'ils pensent à quelque chose. Moïse Kean, il fait partie de l'équipe italienne. Il fait partie de la squadra Azzurra. Je vous coupe 30 secondes, Morgane, pour répondre à Stevenson Foris, qui dit « Je vous salue depuis le Brésil ». Donc, nous aussi, on vous répond depuis Versailles. Un bon séjour au Brésil, Stevenson. Allez-y, Morgane. Le souci, c'est que les supporters italiens, tous ceux-là qui ont un peu par rapport au propos racisme,
ils n'oublient pas qu'il y a peu de temps, il vient de marquer 2 buts avec sa sélection. Il est italien à la base. Il fait partie de cette sélection et à l'avenir, ça sera peut-être un des grands de cette sélection. Donc c'est bien beau de le critiquer et d'en mettre plein de l'insulter, parce que là, c'est des insultes, c'est un caractère raciste. On le traite de après, sage. C'est totalement inadmissible, mais sauf que voilà, il a répondu présent sportivement. Je trouve que voilà, on le provoque, il reprovoque. Après, Bonucci a une réaction disproportionnée, on va dire, mais je pense qu'en tant qu'ancien, il a voulu aussi le protéger, mais maladroitement, je dirais. Oui. Parce que Bonucci, c'est le premier. Je pense aussi. Voilà, je pense que c'est le premier. La dernière fois que Blaise Matuidi au Milan AC. Peut-être dans le vestiaire, par exemple, il aurait pu lui dire, petit, la prochaine fois, fais pas ça. Je sais pas. Je pense qu'ils auraient dû y aller tous ensemble et à ce moment-là, sur la célébration du but, et dire à tout le monde, voilà, faut se calmer les gars. Sauf que les Italiens, ils ont oublié que Moïse Kean fait partie de la Squadra Azzurra et ça sera peut-être leur futur grand attaquant. Parce que depuis que Ronaldo là est blessé, lui il marque, il est sur un nuage. Et peut-être que pour la Juve et pour l'Italie, ça sera le futur grand à venir. Donc il faut aussi penser à ça. Alors tous ceux qui l'ont insulté, peut-être vont l'aduler dans quelques mois. Massimiliano Allegri a pris un tout petit peu la défense de Bonucci en disant voilà, il s'est mal exprimé. Est-ce que ça aussi, de la part du coach, vous arrivez à le comprendre, Loïc? Non, après je pense que c'est lui aussi pour protéger son autre joueur. Il est là aussi pour les protéger. Comme dit Sophie, excuse-moi Morgane, c'est maladroit. C'est quand même maladroit. Ça l'écoute de tout le monde, mais bon, il rentre dans son registre de boulot de protéger l'un et l'autre. Donc c'est vrai que là, dans ce cas-là, c'est très compliqué. Après, j'aimerais pas être à sa place parce que ça doit être quand même assez dur à gérer un truc comme ça. Et puis notre ami Mario Balotelli, qui se mêle de la situation, qui dit Bonucci, il a la chance, j'étais pas là, sinon il aurait passé un sale quart d'heure. Balotelli, ça fait un peu marrer, il a raison de dire ça ou pas? Oui. Il a été victime de ça. Oui. Donc il répond comme ça. Après, comme je l'ai dit, Bonucci, c'est maladroit. Ça a été le premier à prendre la défense de Matuidi quand ça arrivait, ou de Alexandro aussi, qui à l'époque avait pris cher aussi à cette époque-là. Moi, je pense que Balotelli, là, il va un peu loin dans ses propos aussi. S'ils auraient été dans la même équipe, il aurait fait quoi? Il serait allé le voir, il serait battu sur le terrain. Je veux dire, à un moment, Bonucci, ça reste un cadre de l'équipe d'Italie, un cadre de la Juventus. Ils ont besoin de lui, c'est quand même un grand défenseur, qui a un peu baissé de niveau ces derniers temps. Mais à côté de ça, qu'on ne comprenne pas sa réaction, c'est un fait. Mais c'est le premier à défendre ses propres camarades après. Je pense que c'était plus dans d'ancien à jeune. Mais il s'est très mal exprimé et je pense que Bonucci a été le premier parce que j'ai remonté l'historique et quand Matuidi avait pris à l'époque, c'était le premier à aller voir tout le monde en leur faisant chute. Donc je pense qu'il est pas du tout dans le bord de faire du mal aux gens, il s'est mal exprimé. Ouais. Loïc, est-ce que la fédération italienne ou n'importe quelle fédération n'est pas mal placée parce que faire perdre le club dont les supporters se comportent comme ça. Est-ce que c'est pas une forme de double peine parce que le club peut pas être derrière chaque supporter? Enfin, je sais pas. Mettez-vous un peu à la place de la Fédé aussi. Je pense pas qu'il faudrait aller aussi loin. Moi, je pense que ce serait de sanctionner le joueur concerné si c'est lui qui attaque son coéquipier ou pour interdire faire des huis clos. Que des huis clos. Bon, c'est sûr pour l'équipe, pourquoi ça leur coûtera un peu d'argent, mais pour les supporters, surtout qu'en Italie, c'est comme en Angleterre, il y a une très belle ferveur. Et puis il y a des caméras maintenant dans toutes les tribunes. Tout à fait. Donc des huis clos, on a déjà vu certains matchs où ils arrivaient à savoir c'était quel supporter qui avait fait tant et le bannir d'un stade. Marie-Madeleine Lubé nous félicite, bravo pour votre émission. Merci Marie-Madeleine, merci pour votre confiance. On essaiera de la mériter. Globalement, Morgane, quel pourrait être un début de solution à ce genre de situation? Moi, je prends par exemple Dani Alves. Je crois qu'il
c'était à la Juventus ou au Barça, je sais plus. On lui avait jeté une banane. Il avait mangé. Et il a pris la banane devant les supporters, il l'a mangé, il a shooté son corner. Voilà. Est-ce que, en les prenant comme ça aussi, ils réaliseraient pas qu'ils sont un peu idiots? Si, mais il faut rentrer. Pas. C'est dur à dire parce que Oui. nous, on n'est pas victime de ça. C'est mais vrai. c'est dur à dire de rentrer dans le jeu des supporters en leur disant je m'en fous et puis je vais passer au-dessus et je vais me moquer de vous. C'est dur parce que en face de vous, vous avez beaucoup de personnes. C'est pas simple. Et c'est pas simple du tout. Il faut avoir le réflexe de réagir comme Voilà, ça. il Oui, faut avoir c'est le vrai. réflexe Le aussi. petit Ken à 19 ans, il est encore jeune, donc c'est vrai. Il y en a eu un récemment là, qui avait pris la bouteille de verre, qui avait bu. Je sais plus c'était qui. Ouais, C'était Daniel Alves déjà. Non, c'était Di Maria. Di Maria, il Voilà, avait pris la c'était à bouteille. Manchester- Bon, c'était à pas méchant. Manchester. Mais voilà, ce genre de comportement, rentrer dans leur jeu indirectement, c'est eux qui passent pour des idiots. Parce que, bon, l'image de Di Maria a tourné, a fait rire le monde. Mais en attendant, ces supporters-là sont indignes du sport. Moi, je suis outré d'arriver dans des stades avec des jeunes enfants et d'entendre des insultes auprès de l'arbitre, C'est dur. des insultes. Il faut arrêter tout ça. On est là pour un match de foot. Des fois, ça prend des On le proportions. voit dans le monde amateur. Hein. On voit Ouais, même dans des le monde parents. amateur. Des parents. Oui, Les Anglais, oui, malheureusement. c'est ça qui est dur. Malheureusement. À présent, messieurs, votre coup de cœur de la semaine. On commence par Loïc. Vas-y, Luc. Moi, c'est l'équipe de France féminine Yes. qui est en ce moment, malgré le Japon la semaine dernière où ils ont gagné sur un match moyen, mais sont bien rattrapés. Et je pense qu'ils auront mis un peu plus en confiance contre le Danemark. Il faut voir de belles choses et j'espère que ça va continuer pour la préparation. Morgane, votre coup de cœur. Mon coup de cœur, c'était aussi les féminines. Donc, je suis désolé, mais j'en avais pas d'autres. Vous excusez pas. Parce que j'estime que ça commence à être bien huilé. On voit de très belles choses avec encore une jeune joueuse. Il y a encore il y a 2 jours en la personne de Delphine Castarino qui met un doublé. Voilà, c'est des filles qui se donnent, qui savent qu'ils sont pas forcément partantes pour la Coupe du Monde, qui essayent de se donner à 100%. Qui se battent, ouais. Voilà, on sait qu'il y a des joueurs cadres comme Amandine Henry qui partiront, comme Wendy Renard qui partiront, comme Mbembo qui partiront, mais il y a celles qui sont rentrées sur le terrain, se sont montrées, et ça prouve qu'on a une très belle génération en termes de féminines, que ce soit les seniors, l'équipe A, l'équipe B aussi. On a l'avantage aussi d'avoir une équipe militaire avec des joueuses professionnelles qui en font partie, qui sont très très fortes. On a aussi nos U20, qui est une très belle génération avec Gilles Ekem, et Sandrine Rigler qui s'occupe magnifiquement de cette équipe. Donc on a l'avantage quand même d'avoir des gens qui sont de qualité, et j'espère que ça sera l'année des féminines en France pour aussi prétendre qu'il y a aussi du football féminin sur le territoire. On va rester sur les féminines, justement. Moi, dimanche, il y avait 7 à 8. Je ne sais pas si vous avez vu, on parlait d'une joueuse de Juvisy, je crois, quelque chose comme ça, qui est obligée de travailler parce que pour l'instant, elle ne peut pas vivre du football. J'ai trouvé ça un peu injuste. Alors, pour info, Soyeux, qui est dernier de championnat, Rodez qui est dernier de championnat, qui est la lanterne rouge, toutes les filles travaillent et se déplacent même avec leurs propres moyens au stade parce qu'il n'y a pas assez de budget. Là, elles viennent de perdre 3-0 face au PSG. Au match aller, on avait pris 7 ou 8. C'est des filles qui viennent aux entraînements avec leurs propres moyens, qui ont des infrastructures de faible qualité. Et ces filles-là, elles sont pas forcément rémunérées, elles ont des défraiements, mais elles viennent au foot et c'est très compliqué pour elles de répondre présent face à des grandes équipes comme l'Olympique Lyonnais, comme le PSG. Et c'est là où est aussi la disparité entre le foot masculin et le foot féminin. Parce qu'elles sont quand même en division 1, c'est le plus haut niveau. Ouais, même s'il y a beaucoup moins de divisions. Moi, j'ai trouvé ça un peu injuste. Et Dounia, elle est d'accord avec nous. Hein, elle a trouvé ça injuste aussi. Alors, votre coup de cœur. Votre coup de gueule maintenant. Je vais revenir sur un autre sujet, le racisme. Ouais. Là, c'est mon coup de gueule de la semaine. On devrait plus avoir. Quand on va revenir, on va se répéter, mais au jour d'aujourd'hui, on ne devrait même plus en entendre parler de ce genre de choses. Ouais. Morgane. Moi, jusqu'à hier, j'ai hésité, mais ça a été Christophe Dugarry. J'en ai ras-le-bol de ce type. Quand on l'écoute, Comme disent les jeunes, vous êtes vénère. Ouais, hier il balance Hugo Lloris, c'est pas un gardien technique. Alors il faudra qu'il m'explique ce que ça veut dire technique pour un gardien. Il arrête des tirs au but, il est présent.
ok. Quand il a pu dire des choses. Il fait un arrêt magistral à la Coupe du Monde. Je sais plus, c'était contre l'Uruguay. Voilà. L'Uruguay sur une tête de Cáceres. Voilà. Et il arrête pas, il fait que des commentaires et comme si lui, il a parlé de joueurs qui avaient réussi dans le championnat espagnol. Et, il a joué 4 matchs au Barça. Même DU et Christian Val, ils ont plus joué que lui. Donc il faut qu'il se pose les bonnes questions. Et j'ai écouté toutes ces déclarations parce que je voulais pas venir ici sans écouter. Mais il a quand même dit à l'époque qu'il était au-dessus de Zidane, techniquement, que Zidane était plus faible que lui quand ils étaient à l'époque à Bordeaux. Mais à un moment ou à un autre. Mais c'est une erreur de faire cette comparaison-là, d'autant plus que lui il est attaquant et Zidane milieu. Ouais, mais je veux dire, mais quand vous allez quand vous allez sur YouTube, Malik, regardez, c'est raté. C'est pas ce. Oh, j'en ai vu quelques-uns. Voilà, même sa carrière, son nombre de il pourrait même remplacer le jardinier du stade. Hein. Voilà. Donc à un moment, avant de dire qu'un tel ou un tel, voilà. Et Roten hier a dit, même parce que j'affectionne pas du tout les supporters, les commentateurs de RMC, parce que pour moi c'est pas que des gens du football. Beaucoup de donneurs de leçons. Et Roten qui dit Dugal, il arrête pas de raconter des conneries. Ça me fait rigoler. Et franchement, Dugarry devrait se remettre en cause par rapport à des gens comme Sagnol ou comme Petit qui sont plus humbles et qui ont vraiment eu Lionel Charbonnier, c'est pas mal aussi. Voilà, donc voilà. Bah, merci coach Morgan pour ce coup de gueule. Dugar, si tu nous écoutes, bien fait pour toi. Allez, c'est sur cette note qu'on va terminer notre émission. Sachez qu'elle vous sera rediffusée le dimanche à partir de 9h. Merci à Francis Pronzola qui l'a réalisé. Merci Loïc. Toujours un plaisir. Merci Morgan. Merci à vous tous qui nous avez suivis en direct sur le Facebook Live et puis tous ceux qui ont participé. On vous fait un gros bisou et à la semaine prochaine.